Retour sur les journées pédagogiques du GPEA qui se sont tenues les 10 et 11 octobre 2024 à la Bibliothèque nationale. À travers ces captations, replongeons ensemble dans les temps forts de cette journée. Bon visionnage. Alors, on va s'installer pour la table ronde avec 6 participants. On n'est pas dans les conditions idéales d'une table ronde, mais on va essayer de se débrouiller. Je vais changer de place. Du coup, moi, je vais me mettre ici. Je vais vous laisser vous installer. Allez-y. Alors, vous êtes 6 et on a 5 micros. D'accord ? Alors, ce que vous ferez, comme vous ne parlez pas tout en même temps, peut-être qu'il y aura possibilité de vous mettre à deux vers un micro. Ouais. Parce que, je te laisse continuer. Merci. Alors, donc, Alexandre Illich, il est peut-être là-bas. Ah bah oui, je t'ai pas reconnu. Je vais la prendre, pas de souci. Tiens, je crois. C'est bon. Vous êtes combien? Ah ben, voilà. Faites le prix des incos. Ah oui, c'est de ça que je parlais. Il y a un endroit où on peut partager, se mettre comme ça. Allez-y, si vous voulez. Merci. Ouais. Et ben voilà, vous êtes un homme, donc vous pouvez partager entre toutes ces femmes. Voilà, bon, pour moi, il manquerait une personne, mais bon, j'avais 6 personnes. Pardon ? Ah, Rima, elle était là tout à l'heure, voilà. On se resserre encore alors. Peut-être qu'elle se met là. Je faisais la place. Ouais, je vais lui faire de la. Je vais le serrer. Oui, on va se débrouiller. Il y a une table là avec un micro. Bonjour Emma. Sinon, il y a une table de libre. Je vais pousser un peu mes planches. Trop tard. Il y a une place vers Romain. Tu peux prendre une place au bout là-bas. Oh, ça me va en fait. Ou sinon, Rina, mettez-vous à ma place. Je vais aller au bout. C'est Sophie. Comment ça va? C'est bien la tête de vie. Oui. Bien. Je vais parler de tout. Alors, on a une belle table ronde. Alors, on a toujours des problèmes quand on organise nos tables rondes au GPEA, mais je crois que c'est dans beaucoup de colloques comme ça, parce qu'en réalité, on n'a pas de table ronde. Et on essaie de se positionner quand même, de pouvoir échanger les uns avec les autres, parce que c'est l'objectif. Alors, ça va être un peu particulier, parce que je vais essayer d'animer la table ronde tout en étant ici. Mais bon, voilà, on va essayer de se débrouiller. Alors, donc, cette table ronde, elle est consacrée essentiellement à l'accès à la culture. Et on a le plaisir donc d'accueillir, alors, pour la BNF, Charlotte Bresse. Donc, vous proposez à la BNF des activités d'éducation artistique et culturelle qui sont donc plus particulièrement proposées en direction d'un public déficient visuel. Elsa Sublaurier, qui est documentaliste à l'IGA de Toulouse, donc documentaliste et qui a travaillé également en tant que bibliothécaire à la médiathèque de Toulouse. Ensuite, Rima Drif-Lebrun, qui est chargée d'accessibilité pour le public déficient visuel à la Cité des sciences et de l'industrie.
Sophie Blin, donc, pour Les doigts qui rêvent. Alexandre Illich pour L'image au bout des doigts. Et puis Caroline Chabot, Mes mains en or. Voilà. Donc, peut-être en préalable, ce qu'on pourrait dire par rapport à cette table ronde sur la question de la culture et l'accès à la culture. Redonner peut-être un peu le contexte. Donc, la notion d'accès à la culture, elle englobe bien sûr bien plus que l'accessibilité physique. Elle inclut l'accessibilité des programmes, l'accessibilité des attitudes et des communications. Donc il s'agit bien ici de l'accès des personnes handicapées ainsi que de leurs familles et de leurs amis aux expériences et aux opportunités culturelles. Donc chacune et chacun d'entre vous, vous allez essayer de nous présenter comment dans le cadre de votre activité professionnelle ou associative, vous contribuez, vous participez à cette accessibilité culturelle pour un jeune public d'EV. Alors vous allez pouvoir vous présenter chacun une dizaine de minutes. Et puis ce que je proposerais peut-être, c'est que les personnes qui sont, les éditeurs parlent de livres, parlent peut-être en deuxième partie, et les personnes qui font des ateliers et qui sont peut-être qui sont documentalistes ou chargés de l'accessibilité du public, etc., se présentent en premier. Ça vous va comme Et puis après les échanges, voilà, normalement, je dirais, ils vont venir tout seuls, quoi. Vous allez pouvoir aussi vous poser des questions. Et bon, on prévoit également d'avoir du temps avec la salle, bien sûr. Hein. Donc voilà, on va essayer de gérer tout ça ensemble. Alors, je ne sais pas qui veut démarrer. Il n'y a pas spécialement d'ordre. Vous voulez que je vous donne le signal de départ? Oui, Bon, alors, on va démarrer par la BNF et par Charlotte Bress. Ouais, donc oui, ça nous apprendra à vous accueillir. Donc bienvenue à la BNF. Donc je suis assez intimidée quand même d'être face à cette audience et avec les personnes de la qualité qui sont autour de moi dans la table ronde, puisque moi je fais quand même beaucoup de bricolage en termes d'accessibilité. Je suis adjointe à la chef du service de l'éducation artistique et culturelle. Ce service conçoit et anime toutes les visites guidées, ateliers, visites ateliers, proposé sur le site François Mitterrand et le site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France. Ce sont des activités qui ont pour mission de valoriser les collections de la bibliothèque, en particulier en lien avec les expositions temporaires qu'on peut accueillir ou le musée qu'on a réouvert au public il y a 2 ans. Donc dans le cadre des expositions, et là vous voyez un grand panneau que j'ai pas réussi à bien installer, voilà, que vous pourrez venir approcher. On réalise, merci beaucoup voilà, de faire la présentatrice à mes côtés. Voilà, on réalise des panneaux tactiles dans le cadre de certaines expositions temporaires. C'est aussi tout le parcours accessible sur lequel Carole Roux-Desrosiers, qui est présente au premier rang, a aussi beaucoup travaillé, orchestré avec la complicité du service du musée. Donc tout un parcours de stations tactiles qui permet à tout le monde, y compris les personnes en situation de handicap visuel, de découvrir certaines pièces phares des collections, avec une reproduction en image en relief ou en 3 dimensions d'un objet, un échantillon, un texte en gros caractères et en braille, et des éléments qui permettent aussi de repères, qui permettent de se donner une idée, de se faire une idée d'un objet. Donc c'est des outils qui aident à faire voir, à donner accès littéralement à des œuvres voilà, pour lesquelles les visiteurs ne pourraient pas apercevoir. Donc, dans ce cadre-là, on a aussi développé un certain nombre d'autres types de supports. Ça va être des planches plutôt sur PVC ou en contre-collé qui permettent donc d'analyser une œuvre avec des jeux de couleurs, des jeux de textures, des formats en livret. Et là, on a travaillé justement avec des imprimeurs professionnels qui font un travail
d'interprétation de l'image pour la restituer en relief et ajoute du braille en commentaire. Et du coup, ces outils un tout petit peu plus mobiles sont utilisés dans le cadre de visites guidées spécifiques pour les personnes en situation de handicap visuel et leurs accompagnants la plupart du temps. Avec aussi des essais petit à petit de mise en relief, et notamment la réalisation de pop-up tactiles pour donner aussi une idée du mobilier qui est présent sur le site de Richelieu. Donc voilà, on a ce travail pour compléter la visite, sont des images en relief quand même assez chargées, assez denses, qui s'adressent quand même beaucoup à un public adulte qui maîtrise la lecture d'images en relief. Les choses que va présenter Rima sont beaucoup plus accessibles, voilà. Mais on progresse, voilà. Et progressivement, aussi dans un souci d'économie de moyens et aussi d'adaptation, non seulement des visites guidées grand public à un public adulte, mais progressivement en rentrant dans des visites ateliers et des ateliers autour du livre, autour des écritures anciennes et autour de la cartographie, on commence à développer avec le recours à un four pour faire des images en thermorelief sur un papier, voilà, du thermogaufré un peu maison, voilà, du swell, un très joli petit swell, voilà. Si tu veux, Rima, tester mon petit alphabet qui fait correspondre les lettres latines, le braille, le hiéroglyphe et l'écriture hiératique. L'objectif de cette fiche, c'est de montrer justement les évolutions, les différences entre les différents systèmes d'écriture. L'objectif étant plutôt de comparer comment s'écrit le hiéroglyphe et l'hiératique. Et dans un atelier en fait qui s'appelle Petit Scribe, qui a pour objet de faire entrer les élèves ou les enfants avec leurs parents dans l'univers égyptien par le biais de l'écriture et de les amener en fin de séance à écrire leur prénom dans un cartouche en hiéroglyphe. Donc, petit à petit, on pose des jalons sur la culture égyptienne à travers des découvertes de vitrines et des images en relief thermogaufrées qu'on a pu réaliser. Donc voici un petit exemple. Voilà, ça, c'est une interprétation très simplifiée d'une des œuvres du musée que l'on commente. C'est une interprétation, c'est-à-dire que c'est une illustration, non pas une reproduction de l'œuvre, contrairement à ce que c'est de faire les planches qu'on a dans les expositions, où là on est vraiment dans la reproduction de l'œuvre. Nous, on est résolument dans une interprétation, dans une illustration du discours, du commentaire du médiateur. Voilà. Donc c'est aussi notre façon de travailler l'activité, de se dire voilà, quels éléments est-ce que je veux mettre en avant à propos de ce masque de momie. Ce que je veux faire comprendre, c'est qu'il n'est pas entier, qu'il y a une coiffe avec des stries et le visage voilà, assez simplifié. On a, avec une économie de moyens, pour aussi ne pas surcharger aussi ce temps de visite qui est relativement court. Hein. On a 45 minutes, grosso modo, dans le musée, 45 minutes en salle d'atelier. Lire une image en relief, ça peut prendre beaucoup de temps s'il y a beaucoup d'informations. Voilà, donc cette même synthèse qu'on a dans le discours quand on présente l'œuvre au visiteur nous sert de guide pour la réalisation en interne de ces images-là. Et je vous montrais du coup cette planche avec les hiéroglyphes, et je vous disais qu'à la fin, tout le monde, tous les participants de l'atelier vont écrire leur prénom
en hiéroglyphes, avec un système. Du coup, pour les enfants en situation de handicap visuel, on utilise un système de pochoir. Donc là, je ne les ai pas, mais voilà, des petites cartes pochoirs, lettre par lettre, sur lesquelles on indique en grand caractère latin la correspondance dans l'alphabet latin. Une petite pastille en braille aussi pour indiquer, voilà, ce qui permet aussi de savoir dans quel sens prendre le pochoir, et qu'on utilise comme pochoir sur un papier d'ISEM. Je ne sais pas si c'est clair, si tout le monde sait la planche bleue caoutchouteuse sur laquelle on met un film en plastique et abracadabra, ce que je fais au stylo bille est en relief. Voilà. Donc cette planche très utilisée pour faire dessiner les enfants, voilà, et que du coup on utilise comme un pochoir pour leur faire écrire en hiéroglyphes. Donc, et c'est à partir de ces outils-là, cette combinatoire d'outils, qu'on réutilise aussi pour un autre atelier autour de l'imprimerie et de la découverte des livres imprimés, avec aussi des facsimilés d'ouvrages anciens. Voilà, on fait découvrir tous les éléments du livre, la reliure, voilà, aussi pour compléter. Plus des matériaux, hein, on parlait des papiers et de leur son avec Laura Catabian, qui évidemment l'atelier Petit Scribe est l'occasion de découvrir et de toucher des papyrus, voilà, pour voir un peu sur quel support. Voilà. Donc pour l'instant, on n'a pas encore trouvé le moyen de transposer ce qui est fait sur DICEM pour que ça soit en relief sur le papyrus. Mais si vous avez des pistes, moi je prends. Hein. Voilà, pour ça. Est-ce que j'ai un peu plus de temps ou est-ce que je... Non. Il vous reste... Oui, encore quelques minutes et puis voilà. Après il pourra y avoir un échange. Et tout. Donc ça, c'est vraiment voilà, je vous ai donné un peu les éléments du déroulé de cet atelier-là. Je vous ai dit quelques mots de l'atelier autour de l'imprimerie. Donc ces ateliers, on les propose aux groupes scolaires de l'élémentaire et jusqu'au début du collège. On les propose aussi aux familles avec enfants sur une tranche de 6 à 10 ans. Et voilà, là, on essaie de passer d'un moment où on avait des visites très spécifiques à vraiment des activités qui soient le plus inclusives possible, avec un déroulé commun. Voilà, de faire en sorte que tous les participants, peu importe leurs besoins, leurs facilités, leurs aptitudes, puissent suivre le même déroulé avec les animateurs de l'équipe. Donc, on a aussi donc pour ce qui est de l'atelier autour de l'imprimerie, donc qui s'appelle « Il était une fois Gutenberg, l'ours et le singe », cet atelier se déroule sur le site François Mitterrand. La grande différence entre le site François Mitterrand et le site Richelieu, c'est que sur le site Richelieu, il y a un musée, et c'est que sur le site François Mitterrand, il y a une bibliothèque, essentiellement. Et l'atelier se passe essentiellement dans une salle de la bibliothèque qui est dédiée aux activités pédagogiques, dans laquelle on a un certain nombre de facsimilés, d'ouvrages aussi qu'on a acquis et qu'on peut présenter, des ouvrages tactiles, des ouvrages un peu sonores, des pop-up. Mais on a aussi du matériel qu'on a récupéré, collecté auprès notamment du service de restauration des livres qui est sur le site François Mitterrand. Donc on a des presses, on a des caractères mobiles, on a des casses pour ranger les caractères mobiles. Voilà, tout un panel en fait, d'outils qui permet de reconstituer le temps de l'atelier un atelier d'imprimerie. Voilà. Cette activité, on l'avait initiée au moment de l'exposition imprimée l'Europe de Gutenberg.
Et on la poursuit aujourd'hui avec voilà, ce croisement entre la découverte de l'histoire du livre imprimé, la découverte des différents instruments qui permettent de fabriquer un livre imprimé avec un caractère typographique mobile, et la possibilité de réaliser, de composer comme un singe et d'imprimer comme un ours sa phrase, son mot et son illustration sur une page dans la salle d'atelier. Avec à la fois l'utilisation d'encre, tout simplement, on imprime avec de l'encre et du papier, mais aussi une variante qu'on essaie d'expérimenter, parce que là, il y a une question de timing qui devient un peu compliquée, en 1h30, de mouiller le papier et de faire une forme d'estampage sans encre des caractères typographiques ou des images en relief qu'on a qui sont gravées sur bois. Voilà. Et on a aussi une activité un peu plus ludique autour des globes de Coronelli, que vous ne manquerez pas de voir en étant ici. Les globes de Coronelli, où il y a là aussi un dispositif muséographique avec la reproduction tactile de tous les décors qu'on retrouve sur le globe, et où on propose aux familles de fabriquer leur propre globe ou leur propre planisphère et d'inventer leur propre répartition des mers et des continents. Et donc là, avec des supports prédécoupés et texturés, on permet aussi aux familles avec enfants entre 3 et 5 ans, y compris en situation de handicap visuel, de partir avec leur vision du monde. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là. Est-ce qu'il y a une réaction de la part de quelqu'un de la table ronde, éventuellement? Est-ce qu'il y a une réaction avec votre collègue Charlotte par rapport à ce qu'elle vient de présenter? Non, pas pour le moment. On passe à une deuxième présentation. Alors, qui est-ce qui veut intervenir, du coup? Charlotte? Non, Rima, ouais. Pardon, Rima? Oui? Ok. Donc là, c'est du côté... on va à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Hein. Univers Sciences, on va dire. Univers Sciences, Cité des Sciences et de l'Industrie et Palais de la Découverte qui est en rénovation en ce moment. Okay. Bonjour tout le monde, je m'appelle Rima, je suis chargée d'accessibilité pour le public déficient visuel à Univers Sciences. Je suis très 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 heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Et puis encore une fois, merci pour l'invitation. Du coup, je ne sais pas par où commencer ni par où terminer, parce que nous, on est tout le temps dans le rush et on n'a jamais le temps de tout faire. À Univers Sciences, tout le temps des expos nouvelles, tout le temps des médiations nouvelles, des spectacles nouveaux, et on ne sait plus où donner de la tête, tellement il y a des choses. Le public, c'est notre priorité, bien entendu. Et quand on adapte des expositions ou des médiations scientifiques, ou alors même des films, par exemple des spectacles au planétarium, etc., on garde aussi en tête une dimension très très importante dans notre travail qui est aussi l'accueil du public, que ce soit un public associatif, un public scolaire, ou alors les petits-enfants qui viennent aussi avec les centres, etc. Et donc l'accueil qu'on leur réserve, c'est un accueil très privilégié, parce qu'on va de l'accompagnement à la visite, à la préparation de la visite, au conseil, et puis à la mise en place de la visite concrètement, donc le jour J, ou alors ça nous arrive sur plusieurs journées. On est aussi très content de dire qu'on a aujourd'hui des groupes scolaires qui viennent de toute la France, mais aussi parfois de l'étranger, c'est toujours très sympa. Et en fait, moi, par exemple, sur quoi je travaille, donc je vais intervenir au niveau des expositions, donc pour accompagner les concepteurs d'expos pour donc faire une exposition qui soit la plus inclusive possible. J'y reviendrai parce qu'on a plein de défis là-dessus. Et après, donc j'ai 2 autres volets au niveau de mon poste, c'est l'accompagnement du public, donc tout ce qui va être visite guidée et visite commentée avec les groupes, mais aussi parfois des groupes constitués ou pas. En fait, parfois on ouvre des créneaux et les individuels
s'inscrivent. Et après, le troisième volet, c'est le volet formation et sensibilisation. Donc, ça nous arrive de faire des formations en interne, mais aussi en externe. J'en ai fait 2 à l'étranger, par exemple, cette année, qui ont très bien marché et qui étaient très bien accueillis. Donc, au niveau des expositions, bien entendu, quand on parle de personnes déficientes visuelles, on va parler forcément du dessin tactile, du braille, parce qu'on milite pour que le braille reste toujours sur nos expositions, c'est hyper important. Donc du dessin tactile, du braille, ça va être aussi les maquettes en 3D ou alors les maquettes aussi artisanales avec des vrais matériaux. Et puis on va aussi travailler sur le son, l'audio, donc on va avoir des éditos sonores, on va avoir des audiovisuels en audiodescription ou pas, parce que nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de produire des vidéos qui soient naturellement accessibles sans passer par une surcouche d'audiodescription. Sauf que bon, c'est pas toujours le cas et donc parfois on est obligé de passer par cette fameuse surcouche d'audiodescription. Et le défi qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que sur nos expositions, et puisqu'on est un musée scientifique, on a de plus en plus de multimédia avec des écrans tactiles. Et nous, quand on veut que le public vienne à notre musée, on veut que les personnes déficientes visuelles puissent avoir la même expérience de visite, même si ça, c'est quasi impossible. Mais on veut que l'expérience de visite soit aussi sympa pour les personnes déficientes visuelles que pour le reste du public. Et donc, par exemple, faire le raccourci de résumer ce qui existe sur un multimédia sur une piste audio ou alors dans un livret en braille, oui, on va pouvoir le faire, mais ce côté jouabilité, la personne déficiente visuelle ne l'aura pas. Et nous, on veut que la personne vienne chez nous et non pas écouter ces pistes audio chez elle. Et donc, le défi qu'on a aujourd'hui, c'est comment on peut rendre un multimédia avec un écran tactile accessible et ouvert à tout le monde sur un musée, là où on fait les visites en toute autonomie. C'est très dur. On a essayé avec les synthèses vocales, ça n'a pas duré 2 jours, ça buguait tout le temps. Les écrans tactiles, c'était absolument pas possible. On a essayé de reproduire la gestuelle de l'iPhone aussi, ça n'a pas marché. Maintenant, on essaye de passer, parce que là, de plus en plus, les écrans sont tactiles et voilà, on a de moins en moins de boutons. Donc, on essaye de passer par d'autres systèmes. Et voilà, notre objectif, c'est toujours au moins d'avoir ce côté immersif et ce côté jeu quand on visite une exposition. Ensuite, en ce qui concerne le planétarium qui fait partie, qui constitue à lui tout seul une partie très importante à la Cité des Sciences et de l'Industrie et qu'il y a beaucoup de monde qui viennent uniquement pour le planétarium, nous, bien entendu, on audio-décrit nos films. Mais on s'est rendu compte très vite que l'audiodescription toute seule ne suffit pas. Et on a pensé depuis plusieurs années maintenant à pourquoi pas produire des supports pédagogiques qui vont accompagner le visionnage du film au planétarium, mais qui vont aussi servir par la suite dans le cadre d'une classe, par exemple, dans le cadre scolaire, comme support pédagogique que le prof ou l'enseignant va utiliser avec ses élèves. Là, j'ai ramené un petit exemple. C'est un film qui s'appelle Le ciel au Moyen-Âge. C'est un très très beau film qui retrace l'histoire de l'astronomie depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, on s'est rendu très vite compte que la langue, de toute façon, a ses limites et on ne peut pas tout décrire avec les mots comme ça. On a besoin de toucher quelque chose pour se rendre compte des images, pour se rendre compte du ciel, comment il est, du système solaire, comment il est. Et donc, ce livret-là, il va accompagner l'audiodescription. Et à chaque fois qu'il faut tourner la page, on a un ding sonore au niveau de l'audioguide qui nous dit de tourner la page. Donc c'est très subtil aussi, ça ne dérange pas le reste des publics. Et donc ce sont des images tactiles qui ont été produites par un prestataire qui s'appelle Atelier 3 Points, un très bon prestataire. Et ce livre-là, par exemple, est souvent utilisé par les profs pour, par la suite, expliquer le système solaire. Sur 2 des pages, on a regarde, le système solaire.
Et il y a plusieurs pages, hein, bien sûr, qui peuvent être utilisées comme support pédagogique pour que l'enseignant puisse après approfondir son cours après le visionnage du film. Bien entendu, c'est un livre qui est fait en braille, mais aussi en gros caractères pour tout ce qui est élèves en inclusion, pour que tout le monde puisse bénéficier du même niveau d'information. Et pour rester aussi dans l'astronomie, vu qu'on a énormément de médiation, enfin d'animation autour de l'astronomie, nous, au début, on n'avait que nos petites cartes du ciel en relief, que j'ai ramenées d'ailleurs, que vous pourrez consulter plus tard. Mais aussi, on a fabriqué une malle astro. Je n'ai pas pu la ramener parce qu'elle pèse 3 tonnes, hein, mais c'est une malle astro dans laquelle on va trouver donc, la Voie lactée en 4 exemplaires. Et à chaque fois, donc, on a une planche 1 mètre sur 1 mètre qu'on va mettre sur une table. Et en fait, ça permet à 4 personnes de se mettre, enfin, chaque personne d'un côté de la table. Et chaque personne aura le même niveau d'information que l'autre. Donc, pour chaque planche, on a fait ça en 4 exemplaires. 4 x 4, ça fait 16. Donc, on peut avoir 16 élèves en même temps qui vont avoir l'animation en même temps. Ça peut être pour les personnes déficientes visuelles et aussi pour les classes en inclusion, puisqu'il s'agit de braille, mais aussi d'écriture visible. Donc, on a la Voie lactée, on a le système solaire. Après, on a les planètes à une échelle très réduite, mais qui respecte la taille de chaque planète. Et donc, un soleil qui est à l'échelle des planètes, mais du coup qui est hyper gros, qu'on doit gonfler et allumer. Et ça permet à la personne déficiente visuelle de se rendre compte de la taille du soleil par rapport à la taille de la Terre, par exemple. Et après, on complète ça avec un dispositif qui s'appelle « Qui tourne autour de qui ?», là où on a la Terre, le Soleil et la Lune, qui s'allume aussi, hein, bien entendu, le Soleil. Et pour finir, on a complété tout ça avec des météorites. Et donc, cette malle astro-là nous ouvre plein de possibilités pour faire des animations, non seulement pour des personnes déficientes visuelles seules, mais cela nous arrive souvent, mais aussi en inclusion, voilà, pour tout le monde. Donc, si une classe comporte uniquement une seule personne déficiente visuelle, on va quand même utiliser cette malle parce que non seulement elle est accessible pour tout le monde, mais elle peut être aussi très sensibilisante à la fois pour les enseignants et pour les élèves qui n'ont pas de handicap. Et donc pour finir avec, je voulais aussi parler des expositions enfants, là où les enfants ne lisent pas forcément le braille en fait, hein. Par exemple, je voudrais parler de l'exposition Fragile qui était à la Cité des Sciences en 2022. Elle s'adresse à des enfants de 2 à 6 ans, donc pas forcément des enfants qui maîtrisent le braille, en tout cas dans le cadre des personnes déficientes visuelles. Mais nous, bien entendu, toutes les consignes et les ressources ont été quand même mises en braille parce qu'on ne s'adresse pas uniquement aux enfants déficients visuels, mais aussi aux parents déficients visuels qui accompagnent leurs enfants qui voient, en fait. Et dans ce cadre-là, je voulais vous montrer un livre que certains d'entre nous connaissent déjà, qui a été produit par Les Doigts qui rêvent et qui est vraiment très sympa. C'est un livre qui va venir en fin d'exposition. Je te laisse le regarder. En fin d'exposition. Vas-y, écoute, de toute façon, ils nous ont volé plein de livres sur l'expo, donc vas-y. Voilà, donc en fait, c'est une exposition qui raconte l'histoire de plusieurs personnages. Et l'enfant déficient visuel, ou alors même le parent déficient visuel, il va avoir des informations sur les personnages, mais qui restent ou écrites en braille ou alors en audio. Et à la fin, en fait, les enfants, enfin tous, voilà, ils retrouvent leurs personnages qu'ils ont vus lors de l'exposition. Ils les retrouvent en version XXL pour leur faire des câlins. Et donc, on a fait ce livret-là pour qu'on puisse se rendre compte de ces personnages,
pour qu'on puisse les toucher et puis lire l'histoire, que ce soit le parent qui va lire l'histoire en braille à son enfant, ou alors l'enfant qui va montrer les personnages et lire l'histoire aux parents. On trouvait que c'était une approche, en tout cas entre les parents et les enfants, qui est très intéressante. Et ce qui est intéressant dans le cadre de ce livre-là, c'est qu'il a été, donc bien sûr, fabriqué par Les Doigts qui rêvent, mais Les Doigts qui rêvent nous ont accompagnés dans la conception de ce livret. Et c'était les collègues d'Univers Sciences qui n'ont rien à voir avec l'accessibilité, qui se sont inscrits à des ateliers, en fait, animés par Les Doigts qui rêvent. Et chaque groupe a produit une page. Et du coup, Les Doigts qui rêvent sont partis de nos pages pour fabriquer le livre. Et c'est du coup un livre qui représente tout le monde. Je finirai par une petite pub que je ferai. Olivier, il a vos contacts tous. Donc, si vous voulez faire une visite avec vos élèves, avec vos groupes, etc., nous, on sera ravis de vous accueillir, de vous proposer des visites adaptées à vos envies, mais aussi à vos programmes scolaires. Et on sera là pour vous accompagner du début jusqu'à la fin et aussi le jour de la visite. Merci. Il est beau, hein ? Merci beaucoup, Rima. Alors, on voit déjà entre ces deux structures que sont la BNF et la Cité des Sciences, on voit les nombreuses possibilités d'accessibilité pour le jeune public d'EV. Vous avez une invitation claire et nette de la part de Rima, là, donc voilà, pour les mois qui viennent avec vos élèves. Je passe, alors c'est Elsa qui veut peut-être prendre la suite. Papa ? Oui ? Ou il y a d'autres, vous avez des réactions, vous avez d'autres choses à... Oui, dans le public, oui. Marion Facchini, psychomotricienne de l'IPIDV, on est justement en train de réfléchir avec une de mes collègues professeurs spécialisés à faire tout un travail autour de la science avec les jeunes potentiellement l'année prochaine. On n'a pas encore proposé le projet, mais si ça potentiellement on imaginerait venir sur Paris avec les jeunes, on vous interpelle vous, Rima, ou est-ce qu'il y a d'autres personnes à interpeller ? Alors, nous, on a une adresse générique qui est, mais ça, je vais l'envoyer à Olivier, qui est info.déficientvisuel au singulier @universcience.fr. En fait, il n'y a pas que moi. On est 8 dans le service et 2 pour la déficience visuelle. C'est un musée un peu trop gros. Et bon, c'est moi qui suis un peu la référente sortie accessible et aussi visite commentée. Mais si moi, pour une raison ou une autre, je ne suis pas là, il y aura une personne tout aussi formée et qualifiée que moi pour vous accueillir et pour préparer avec vous toute la visite du début jusqu'à la fin. Ouais. Et une question qui se répète très 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 souvent, je vous le dis tout de suite, c'est gratuit pour tout le monde en fait. Il n'y a pas de... Voilà, il y a rien à payer. Mais c'est vrai que cette question elle est quand même importante de la gratuité parce que c'est vrai que, bon, c'est vrai que c'est souvent un frein aussi quand on propose des sorties, enfin quand les sorties sont proposées au niveau scolaire, c'est vrai qu'il y a des fonds qui sont variables. C'est vrai qu'on a beau dire des fois dans l'établissement, mais le foyer socio-éducatif peut pouvoir, si effectivement il y a des difficultés au niveau des familles à pouvoir financer, mais c'est vrai que c'est quand même une question effectivement qui se pose au niveau des familles. Oui, bon, alors donc là, voilà, le problème là n'existe pas en tout cas. Non, mais en fait, l'accessibilité coûte très cher. Ouais, c'est vrai, sûr. Faire de l'accessibilité, ça coûte très cher. Mais moi, je pense, et plusieurs personnes, en tout cas dans les institutions culturelles, partagent cet avis, du moment qu'on ne peut pas garantir à 100% une accessibilité qui est à 100% similaire à la version originale, on ne peut pas imposer à la personne de payer. Parce que ça reste toujours des alternatives, ça reste toujours des essais, des tests. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et par exemple, moi, je vais mettre beaucoup de braille. Si une personne non brailliste va râler pour me dire « oui, mais les ressources ne sont pas accessibles pour moi, je ne maîtrise pas le braille ». Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu qui, ne nous permettent pas aujourd'hui d'imposer un tarif aux personnes déficientes visuelles, en tout cas dans la configuration de notre musée. Mais d'autres lieux peuvent l'imposer et moi, je peux le comprendre.
Oui, bien sûr. Le SF pour les sourds, etc. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est une dimension à prendre en compte. Il y a d'autres interventions. Alors je passe la parole, oui, à Elsa, donc, qui est documentaliste à l'IGA de Toulouse. Bonjour, Elsa Sublaurier. Effectivement, je travaille depuis 10 ans à l'Institut des jeunes aveugles de Toulouse. Donc, outre gérer le centre de documentation, où je prête les documents, les manuels scolaires, les adaptations, etc. Donc, j'anime des ateliers en collaboration avec les enseignants spécialisés et les éducateurs également. Et donc, je voulais vous parler particulièrement du prix des incorruptibles, puisque depuis 2019, j'ai eu l'idée, enfin je connaissais ce prix avant, mais en 2019, c'est vrai que j'ai commencé à proposer ça aux primaires que nous avons. Oui, il faudrait parler plus près. Pardon. Donc, effectivement, à l'Institut, vous m'entendez ? À l'Institut des jeunes aveugles de Toulouse, on accueille en regroupement les primaires le mercredi matin. Et voilà, pour motiver les enfants donc s'inscrire dans ce prix des incorruptibles, c'était renouveler le fonds, proposer des nouveautés en littérature jeunesse et puis voilà, avoir ce petit challenge de lire le livre dans l'année et de voter en fin d'année pour son livre préféré. Donc, évidemment, il fallait que le service transcription soit d'accord, je travaille avec le service transcription de l'Institut qui adapte donc, en général les manuels scolaires pour nos enfants, pour les enfants que nous suivons. Donc voilà, il fallait quand même qu'ils suivent aussi la cadence du prix. Donc, je me suis au début attachée à la sélection CP, CE1, CE2, CM1, CM2, 6e. Et voilà, donc ils ont proposé donc aux enfants chacun son exemplaire, soit de braille, soit de gros caractères. Et voilà, donc j'anime après les séances avec une lecture voilà, partagée où l'enfant va lire à tour de rôle. Voilà, c'est un exercice qui est difficile, mais voilà, se mettre le ton, etc., c'est quand même... on s'arrête aussi pour expliquer le vocabulaire difficile. J'aime bien voilà, qu'on passe aussi par les exemples, le corporel pour les enfants pour une notion qui peut être un peu difficile. Voilà, faire mimer dans l'histoire une action pour ressentir un peu dans son corps voilà, ce qui peut être difficile, ou donner des exemples, ça peut amener à débattre aussi au moment de ces séances-là. Et ensuite, effectivement, le site des incorruptibles propose tout un panel de pistes pédagogiques, donc avec très, très bien balisé, comme se documenter sur le loup, l'ours, ça dépend des personnages qui sont abordés dans l'histoire, les capybaras, voilà, une année c'était... voilà, donc on fait des fiches documentaires, on peut faire des ateliers tactiles, bricolage. L'année dernière, il y avait un livre sur les cabanes, le concours de cabanes, donc on a fabriqué une cabane, donc ça permet de manipuler, de toucher des objets, d'imaginer sa cabane, etc. On peut mimer des scènes du livre, on peut... faire un débat, comme je vous disais tout à l'heure. Enfin voilà, il y a un panel de choses qu'on peut faire autour de la lecture et l'enrichir avec ces pistes de lecture. Depuis l'année dernière, j'ai intégré aussi les maternelles et donc le service transcription a pu proposer des livres tactiles. Après, j'allie aussi beaucoup les petites figurines en plastique des animaux. On peut faire toucher des glaçons aussi dans l'histoire. Voilà, il y a du froid, de la glace, de la neige. On essaie de proposer tout un panel d'objets. Et c'est très ludique et joué. S'il y a une cabane, on se fabrique une cabane avec des chaises, un tissu. Enfin voilà, il faut prendre un peu les réactions des enfants
et leur jouer avec en fait leurs propositions. Voilà, je ne sais pas si j'avais fait... Oui, non, vous avez encore quelques Oui, minutes. Hein, mais- oui, oui. Parce que il y a le... Développer, si vous peut-être pouvez un peu. petit exemple de PowerPoint, mais bon, Ah, je oui. ne sais pas si on peut regarder juste les Alors, 2 ou 3 premières pages. Il a été transmis, je ne sais pas. Je regarde Romain. C'est que l'écran n'est pas allumé. Non, mais sinon, c'est Il faut pas... allumer, pardon. Oui, la 2e page peut-être, ou la 3e. La 2e page. Deuxième page. Ouais, la 2e page ou la 3e. Celle-là. Tu vois là? Ah ouais. Bon, là, c'était juste la première sélection auquel on a participé. Donc voilà, il y a une sélection, ça va jusqu'à 3e lycée. Et la 2e page, donc c'est... Je vais plus loin. Ouais, s'il te plaît, Sophie. Là. Voilà, ça c'est depuis l'année dernière, donc les adaptations braille tactile qu'a pu proposer le service transcription. Donc voilà, avec... Donc là, c'est un choix, les incorruptibles. Bon, je connais le prix des incorruptibles, oui. C'est un choix chaque année de différents ouvrages. C'est ça? C'est tous les ans? Ça a lieu tous les ans? Comment? Oui, alors, cette année, c'est le 36e prix. D'accord. C'est la sélection, on la voit sur le... Donc, vous choisissez, parmi ces livres, vous choisissez des ouvrages que vous allez travailler avec vos élèves? Alors non, on lit les 6, en fait. Ah, vous lisez les 6, il y a ok. Par tranche d'âge, il y a, Oui. il y a 6 livres à découvrir au cours de l'année. Donc, oui. Et ensuite, on fait toutes ces activités aussi autour des livres. Et à la fin de l'année, l'enfant pourra voter pour son livre préféré. D'accord. Voilà. Et voilà. Et après, la page d'après. Et donc le vote Voilà, reste n'est pas uniquement, enfin bien sûr, n'est pas interne à l'établissement, donc vous participez officiellement au prix des Oui, c'est ça. incorruptibles. Quand on est inscrit, on peut avoir accès donc sur le site internet aux pistes de pédagogique. Oui. Il n'y a pas accès si on n'est pas inscrit au prix. Voilà, En fait. oui. Et à la fin de l'année, on rentre, c'est vote par vote. Hein. Chaque enfant vote et donc ça s'inscrit. D'accord. Donc il y a aussi une participation après un moment inclusif avec d'autres écoles ou autour non. Mais c'est vrai que les écoles participent. Et certains enfants participent dans leurs écoles, font aussi le prix avec. Oui, d'accord. Voilà. Donc là, c'était pour vous montrer donc les exemples de livres adaptés. EOL et aussi sur Platon, on peut trouver les documents audio. C'est pour ça que je voulais parler aussi de ce prix, parce qu'il y a une proposition en audio de ces ouvrages. Et les bibliothèques sonores aussi font une adaptation sonore en voix humaine qui est bien faite. D'accord. Voilà. Et un autre prix auquel je participe avec les enfants d'autres classes, du coup, c'était la bibliothèque de Toulouse qui m'avait sollicité pour participer au prix UNICEF. Donc là, j'ai changé, j'ai pas pris les mêmes groupes parce que je n'allais pas leur proposer les 2 mêmes prix. Donc c'était une classe, on va dire, une classe à enseignement spécifique et des petits de maternelle. Et donc là, c'est un sujet, c'est ciblé, hein, c'est les prix UNICEF, donc c'est pour les droits des enfants. Donc ça va être ciblé des thématiques, voilà, l'année dernière c'était la pauvreté. Mmh. C'était des sujets assez compliqués, mais voilà, on a réussi à transmettre avec toujours des objets, des explications assez simples aux enfants et des ressentis. Et là, il y a un audio qui est proposé aussi avec de l'audio-description, donc qui est très bien faite, une ambiance sonore, voilà, sur le site de l'UNICEF. Donc j'ai les deux niveaux. Là, j'avais fait les maternelles et le niveau au-dessus. Et voilà, même principe, hein, les enfants votent à la fin de l'année pour l'ouvrage qu'ils préfèrent. Donc c'est un peu une motivation aussi pour eux d'aller au bout voilà, de la lecture. Voilà. Et ensuite, ce que je peux dire aussi sur l'accessibilité à la culture, comme mes prédécessrices avant, on est proche géographiquement du Muséum d'histoire naturelle de Toulouse. Donc on a un partenariat avec eux, la gratuité effectivement de toutes les visites qu'on peut faire là-bas. Et on a une médiatrice qui voilà, permet aux enfants, selon des thématiques
on travaille ensemble, hein, de pouvoir toucher un crâne d'ours selon... voilà, des fois, ça peut être les animaux dans leur milieu, donc les animaux, comment ils se déplacent dans l'eau, ou ça va être... une année, c'était ça. Voilà, donc on avait fait toucher un crâne de dauphin. Voilà, après, les animaux qui se déplacent en courant ou en volant, on va toucher le canard ou la pie, le renard naturalisé, etc. Ou les empreintes d'animaux. Donc les enfants sont toujours voilà, soit très réticents parce qu'ils n'osent pas toucher, ça leur fait peur, soit adorent, enfin comme une peluche en fait, le renard, ils le prennent dans les bras, ils le câlinent. Enfin, voilà. Maman, on le ramène à la maison. Ils ne demandent pas de le ramener à la maison. Ils vont toucher le crâne d'ours des cavernes. C'est ça, on ouvre l'exposition Grotte Chauvet dans 3 jours. D'accord. Donc voilà un peu les animations que je peux proposer donc au centre de documentation avec les élèves que nous accueillons. Voilà, merci. Merci beaucoup. Il faut faire venir Carole surtout. On donne la parole à Alexandre Illich. Oui? Vous êtes partant? Oui, je suis là pour ça. Bonjour à toutes et à tous, merci pour cet accueil. Donc, je suis Alexandre Illich, je suis artiste, auteur, et ça fait une dizaine d'années que je me suis spécialisé donc, dans les dessins en relief. Et donc, je travaille avec l'association L'Image au bout des doigts, donc LIBD, pour la création de livres avec des illustrations en relief. Et juste en parallèle de ça, donc je travaille à mi-temps à l'INJA de Paris, donc l'Institut national des jeunes aveugles. Et là-bas, donc, je suis aussi graphiste spécialisé, donc je m'occupe de création de supports en relief pour les besoins des jeunes et des professionnels. Et aussi d'objets en 3D. Mais bon, aujourd'hui, c'est plus pour l'aspect livre tactile que je suis là, bien que tout ça soit très complémentaire. Donc, l'association L'Image au bout des doigts, donc l'objectif, c'est l'accès à tout ce qui est livre illustré pour les jeunes. Donc, l'idée, c'est principalement de viser les enfants à partir de 8 ans. Après, il n'y a pas de limite d'âge après, hein, c'est jusqu'à 99 ans. Donc on est parti au départ sur l'idée de créer des bandes dessinées en relief parce que c'est quelque chose qui existe très peu pour les lecteurs déficients visuels. Donc vous savez sûrement que c'est très compliqué d'adapter des bandes dessinées qui existent déjà. On a souvent une dizaine de cases par page avec beaucoup de texte. Donc en pratique on pourrait l'adapter mais ça ferait des dessins quasiment une case par page en relief, ce serait un peu compliqué. Ou alors on perdrait beaucoup d'informations. Donc là, l'idée, c'était vraiment, avec cette association, à chaque fois créer des ouvrages originaux. Donc imaginer dès le départ que tout l'ouvrage peut être découvert tactilement par les lecteurs et de la manière la plus autonome possible. Donc on est parti sur des bandes dessinées. Bon là, je vous les montre de loin, vous pourrez voir sur le stand tout à l'heure si vous voulez les voir plus en détail. Mais l'idée, c'est vraiment de garder tous les codes de la bande dessinée avec donc plusieurs cases par page, 2 ou 3 parce que sinon ça fait des dessins trop petits. Mais quand même avoir le concept des cases, le concept des bulles avec les textes dans les bulles qui pointent vers les personnages et donc après les personnages qui évoluent dans différents décors. Et donc tout ça qui peut être compréhensible tactilement. Et finalement, on se rend compte que les codes de la BD sont aussi assez pratiques pour l'image tactile, parce que du coup, on a les images qui sont dans des cases, donc on peut déjà identifier les cases tactilement. Après, la deuxième étape, identifier le texte en braille tactilement, qui souvent est assez reconnaissable. Autour du texte en braille, on a la bulle, donc le trait de la bulle, et après, la pointe de la bulle qui pointe vers le personnage. Donc si on suit ces étapes tactiles, on rentre dans l'histoire de la BD. La petite astuce pour que ces ouvrages puissent être utilisés de manière le plus autonome possible, c'est que finalement les textes dans les bulles, ils aident à comprendre ce qui est dessiné dans la case, parce que si on représente un dessin sans contexte, tactilement, c'est compliqué de savoir ce qui se passe. Donc en général, dans la BD ordinaire, c'est rare que les bulles reprennent ce qui se passe dans les dessins, parce que c'est un peu répétitif. Mais là, c'est justement l'astuce. Par exemple, le personnage qui arrive dans la forêt,
textuellement, il dit « Ah bah tiens, j'arrive dans la forêt ». Après, il explique un peu comment il est habillé. Il dit « Ah, il fait très froid, donc j'ai mon manteau et mon chapeau ». Donc ça paraît un petit peu artificiel quand on a l'habitude de lire des BD classiques. Mais en tout cas, là, dans le cas des bandes dessinées tactiles, ça aide quand même pour que le lecteur puisse s'y retrouver tactilement. Donc les 2 premiers ouvrages que l'association a édités, ce sont donc des BD. Donc la première, c'est sur le thème de la ville, pour découvrir un petit peu les décors de la ville. Et la deuxième, le jardin du ninja, c'est plus pour le côté culture asiatique, découvrir un jeune ninja pendant sa formation. Donc toujours le même système, hein, avec les cases, les bulles, etc. Et les textes qui aident à comprendre ce qui se passe dans les dessins. Après ces 2 ouvrages, on est parti sur plutôt des formats livres illustrés. Donc on a des pages avec que du texte et des pages avec que des illustrations. C'est aussi pour varier en fait les supports qui peuvent être proposés aux lecteurs. Donc découvrir la BD et ici découvrir les livres illustrés. Et sur cet ouvrage, Le Messager du Louvre, on est parti aussi sur un nouveau concept. C'est presque un livre-jeu parce qu'on suit une enquête qui se passe au Louvre. Le personnage qu'on a imaginé, la petite fille de Sherlock Holmes, enquête sur des mystères qui se passent dans le Louvre. Et en fait, dans chaque dessin qu'on a dans l'ouvrage, on a une énigme tactile, donc on a des indices à trouver tactilement dans les dessins. Donc là, c'est pour encourager le lecteur à vraiment explorer toute la page et chercher un petit peu les indices. Sachant que pour comprendre la fin de l'histoire, c'est obligé vraiment de trouver tous les indices pour comprendre, en fait, aider le personnage à résoudre l'enquête. Aussi, donc, le deuxième livre illustré qu'on a créé, qui s'appelle La Semaine du Panda. Celui-là, c'est vraiment le plus pédagogique de tous les ouvrages. À chaque fois, l'objectif, c'est quand même d'avoir des ouvrages, la priorité, c'est que ce soit ludique. À chaque fois, il y a une histoire ludique qu'on peut lire pour le plaisir de la lecture. Et cet ouvrage, La Semaine du Panda, il y a quand même un axe un petit peu pédagogique dans le sens où on s'est quand même rendu compte, et vous le savez sûrement, que l'image tactile, c'est pas facile pour les lecteurs. Ça demande quand même un petit peu de pratique, un petit peu d'expérience. Et si les images sont trop complexes, ça peut rapidement décourager. Et avec La Semaine du Panda, on est parti justement, on est un peu revenu en arrière en partant justement sur un peu une introduction à l'image tactile, donc toujours pour les jeunes à partir de 8 ans, où on part vraiment sur des dessins plus simples et à chaque fois on présente un petit peu un concept d'image tactile. Ici par exemple, on présente d'abord des formes géométriques simples, des cercles, des rectangles, des triangles, et on montre qu'avec ces formes géométriques, on peut créer un portrait de panda sous forme de smiley. Ensuite, on a par exemple une page où on représente un téléphone portable sous différentes vues, vue de face, vue de profil, vue de dessus. Pareil pour expliquer, pour présenter le concept, comment représenter un objet. Soit on peut pas, quand on dessine un objet, c'est forcément soit de face, soit de profil. Et pour comprendre qu'au-delà de ça, quand on arrive sur la représentation d'un personnage, c'est pareil, comprendre que soit il est de face, soit il est de profil, comprendre à quoi ça correspond. Voilà, donc cet ouvrage, même si de base ça reste une histoire ludique d'un petit panda qui raconte ses vacances, il y a quand même derrière tout ça un petit côté pédagogique pour introduire l'image tactile. Et c'est le seul ouvrage d'ailleurs où il y a avec un livret d'accompagnement qui est fourni pour les accompagnants pour justement aider le jeune à explorer cet ouvrage. Donc là, c'est que du texte dans ce livret, avec pour chaque page illustrée un guide comment explorer les dessins, les étapes d'exploration, quelles sont les compétences de lecture et éventuellement des activités pratiques à effectuer avec les jeunes. Et le dernier ouvrage qui est sorti l'année dernière, c'est un manga en relief, parce que à chaque fois que l'association édite un ouvrage, on organise des ateliers de lecture avec le public, donc ça peut être des jeunes, ça peut être des adultes, des ados, ça peut être des publics mixtes, donc des lecteurs non-voyants, malvoyants ou voyants sous bandeau. Et l'intérêt, c'est évidemment d'avoir les retours en direct des lecteurs, justement pour après réfléchir aux ouvrages suivants, qu'est-ce qui pourrait intéresser les lecteurs.
Et c'est vrai que quand je présentais les bandes dessinées, quasiment à chaque fois que j'avais des groupes de jeunes, ils me demandaient est-ce que vous avez des mangas? Donc c'est pour ça qu'on a répondu à la demande en faisant un manga en relief. Donc toujours le même principe de partir sur une création originale pour que toute l'histoire soit compréhensible tactilement. Et on a joué le jeu, on est vraiment parti sur le format manga, donc plus petit, avec le sens de lecture traditionnel japonais, donc de droite à gauche, les pages qui se tournent dans l'autre sens, et le style graphique le plus proche possible du style manga, en tout cas graphiquement. Et du coup, maintenant, les jeunes sont contents parce qu'ils ont enfin un manga en relief. Récemment, j'avais fait un atelier justement avec des jeunes de l'INJA, et il y a un jeune, il m'a dit qu'il n'aurait jamais cru avoir un jour un manga entre les mains qu'il pourrait lire. Donc ça faisait vraiment très plaisir. Et donc l'idée aussi de tous ces ouvrages et de l'association LIBD, c'est justement de donner envie aux jeunes de découvrir l'image tactile. Parce que c'est vrai que pendant les cours, découvrir des cartes d'histoire géo, de SVT, c'est souvent des documents un peu complexes et qui sont pas très fun et qui peuvent un petit peu bloquer les jeunes. Donc là, l'objectif, c'est aussi, à travers tous ces ouvrages ludiques, de créer l'envie de découvrir les images en relief. Et après, donc, une fois que les jeunes ont plus l'habitude des images en relief et apprécient plus ces ouvrages, ça peut aussi être utile pendant les cours d'avoir plus de facilité avec les schémas, les cartes, etc. Donc voilà pour l'accès à la culture au sens large. Ok. Est-ce que, pour les mangas, là, est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières d'adaptation Alors pour la création du manga, c'était sûrement l'ouvrage où il y avait le plus de défis par la taille de l'ouvrage. Donc on est à peu près sur du A5. Et il y a quand même des pages avec 2 ou 3 cases. Donc il fallait vraiment synthétiser les textes. Parce qu'il faut quand même que l'histoire soit entraînante pour que le lecteur ait envie de s'investir dans la lecture. Donc oui, beaucoup de réflexions, beaucoup de tests avec les jeunes. C'est vrai que pour tous les ouvrages, il y a toujours une grosse phase de tests avec différents groupes de lecteurs pour être sûr que l'ouvrage soit bien accessible et compréhensible. C'est une création ou c'est oui, une adaptation? C'est une création, oui. Donc Parce que sinon, ce serait trop... Oui, si on devait adapter un manga qui fait 200 pages en général, ça serait trop compliqué. Déjà, celui-ci qui fait 40 pages, il est déjà plus épais 2 fois plus épais qu'un manga classique. Voilà. Ok, merci. On coupe avec des questions. Il y a des questions dans la salle pour la dernière intervention. Non, pas parti. Ah, oui, allez-y. Je suis curieuse de savoir si vous avez déjà eu un retour, vous avez déjà fait un retour avec les jeunes ou pas encore? Pour le manga, oui, j'ai déjà eu des ateliers et oui, la suite. Enfin, c'est vrai que la fin est un peu ouverte, donc j'ai des jeunes qui tout de suite veulent savoir la suite. Donc et là, justement, enfin, j'ai un autre projet parce que vu que je travaille à l'INJA, c'est quand même plus facile d'organiser des ateliers avec eux. Et là, depuis 2 ans, j'ai un groupe, un atelier manga que j'appelle avec les jeunes 1 fois par semaine. Et l'année dernière, c'était pour justement découvrir cet ouvrage. Et là, depuis 1 an, c'est un atelier pour que les jeunes créent eux-mêmes leur manga. Donc il y a toute une réflexion sur le scénario, réfléchir comment c'est articulé un manga, parce que c'est pas juste imaginer une histoire. Après, il faut réfléchir au niveau du découpage des pages. Donc une scène, il faut imaginer combien de pages elle fait, après la découper en cases, réfléchir au dialogue. Donc rien que sur la partie réflexion de l'histoire, ça demande déjà un certain exercice. Et après, pour les dessins, alors pour l'instant, c'est pas évident de faire dessiner les jeunes, donc souvent c'est plutôt moi qui fais les dessins en amont et après eux qui sont plutôt relecteurs. Mais
je réfléchis quand même à des ateliers de création, notamment pour les portraits manga. J'avais créé un atelier où, donc toujours sur le format A5, j'avais découpé des bandes un peu en format portrait robot, donc des bandes pour les yeux, la bouche, le nez, les cheveux. Et donc, dans un premier temps, les jeunes choisissaient donc, parmi 10 exemples, enfin 10 modèles de coiffure, 10 modèles de nez, 10 modèles de yeux, sourcils, etc. Et après, ils assemblaient eux-mêmes leurs portraits, un peu comme un portrait robot. Et c'était quand même un accomplissement pour eux de se dire, bah, c'est moi, j'ai moi-même créé mon portrait manga. C'est quand même, j'étais quand même très fier d'eux et j'étais très fier d'eux aussi. Ok, merci. On va passer peut-être aux Mes mains en or. Oui ? Oui. On suit l'ordre de la table, finalement. Bonjour à tous. Donc, Caroline Chabot, directrice de l'association Même en Or. Chez Même en Or, on fait de l'édition aussi. On fait de l'édition de livres, d'albums tactiles pour les plus jeunes, images tactiles, braille, gros caractères. On fait aussi... donc, on a plusieurs types de collections. On a essayé d'avancer et d'évoluer aussi en fonction de l'âge avec les enfants. Parce que c'est bien de faire de l'album pour des tout petits. Puis après, quand ils commencent à être lecteurs, il y a un peu plus de texte, mais il faut toujours qu'il y ait de l'image. Donc, on a créé aussi une collection un petit peu intermédiaire avec un peu plus de texte, un peu moins d'images, mais encore de l'image. Puis, on est allé aussi vers le livre documentaire. Alors, on n'en fait pas beaucoup parce que à chaque fois, c'est beaucoup de travail. Et notamment, on a fait je pensais tout à l'heure quand vous parliez de l'Égypte, on a fait d'ailleurs un coffret sur l'Égypte. À chaque fois, on fait des coffrets. On en avait fait un sur l'histoire de France parce que c'est difficile d'avoir dans un seul livre. Le coffret sur l'Égypte. Comment ? Ne vous inquiétez pas, on le connaît, le coffret sur l'Égypte. Vous le connaissez ? Il y a des hiéroglyphes aussi, des pyramides, des momies. Et voilà, et c'est complexe de faire ces livres documentaires parce qu'avoir le texte, l'image, on doit faire des choix, on doit renier aussi parce que sinon, ce qu'on disait là, on a 20 volumes après, comme pour un manga, si on les adapte en entier, c'est très proéminent et pour le coup, ça peut être décourageant pour l'enfant. Donc, on a essayé de trouver cet équilibre entre parfois réécrire, trouver des auteurs pour réécrire des textes un peu plus courts et on se dit qu'ils iront chercher un peu plus d'informations après par un autre média, mais tout en leur amenant encore de l'image tactile. Donc voilà. Là, par exemple, j'ai un livre. On a vraiment des thématiques très différentes parce que l'accès à la culture, c'est vaste. Ça touche à plein de sujets. Là, par exemple, celui-ci, c'est un herbier des fleurs. Là, ça, c'est dans nos collections assez classiques, images tactiles, braille, gros caractères. Il y a une petite devinette. En fait, on doit essayer de deviner quelle est la fleur. Et puis, sous le papier, on va pouvoir découvrir son nom. Au-delà du livre, on fait aussi des projets. On a fait plusieurs projets jusqu'à maintenant avec des musées. Là, j'avais amené, vous pourrez le voir peut-être si ceux que ça intéresse, j'ai amené 2-3 planches en tout. Je crois qu'il y a 10 planches. C'est dans une mallette. On a fait ce projet pour le musée du vitrail dans les Ardennes. Merci. Je le dis parce que je ne sais pas si des fois il y a des services qui ne sont pas très loin, à savoir que voilà, il y a une mallette pédagogique qui est là-bas. Donc on a décomposé en fait le vitrail pour le simplifier. Et puis on a fait cette partie un petit peu qui se soulève parce que si on avait mis des matières tactiles dans ces reliefs, en fait, on n'aurait pas compris ce que ça représentait, puisque derrière, il y a quand même un arbre de vie, des personnages, donc il faut un petit peu comprendre ce que les vitraux représentent, avec une légende, toujours du noir, du braille. Voilà, ça c'est pour vous montrer assez rapidement le travail que l'on mène, mais ce qui est important dans notre manière de travailler, et ce que je voulais mettre aujourd'hui principalement en avant, puisqu'on est tous là à vous montrer des beaux projets d'accessibilité. Déjà, on se rend compte quand même qu'en France, on a
des choses assez chouettes dans le domaine de la déficience visuelle, je trouve. Mais c'est l'importance du travail avec les publics, de les impliquer dans la co-construction, dans le fait vraiment de les amener dans le processus créatif, mais depuis le début du projet. Nous, à Mes Mains en Or, on met Enfin, pour nous, c'est vraiment important que ce soit... Donc, on travaille aussi bien avec les enfants, à mener des groupes. C'est pas toujours facile, parce qu'on sait qu'il y a peu d'enfants déficients visuels qui sont assez éclatés sur le territoire. Donc, ça demande souvent du temps, de l'énergie à mettre en place. Parfois, on travaille aussi avec des adultes déficients visuels qui vont apporter des informations qu'un tout petit ne va pas encore être capable parfois d'apporter. Et avec les professionnels aussi, ou alors avec les familles. Ça, c'est un choix en fonction des projets. Mais il est important de mettre autour de la table les publics pour réfléchir avec eux. Parce que vraiment, on construit un outil qui est pour eux, mais on veut qu'il soit fait par eux. Parce que le fait de les impliquer dans le processus créatif, c'est extrêmement valorisant pour eux. Souvent, on est quand même assez épaté de ce qu'ils sont capables de nous apporter. Donc, c'est enrichissant pour eux, mais c'est très enrichissant pour nous aussi. Donc, parfois, à mettre en place, on va se dire « ouais, mais ça va coûter cher, donc on va juste tester à la fin ». Mais quand on est à la fin d'un projet, qu'on arrive juste avec le fait de tester, ben, on sait que de toute façon, même si ça ne va pas, on a déjà investi tellement d'argent que de toute façon, on ne va pas changer grand-chose. Alors, non, mais c'est la réalité. Il faut dire ce qui est. On ne va pas être hypocrite. Quand ça fait 6 mois, voire plus, qu'on travaille sur un projet et qu'on y a déjà investi beaucoup, si on se dit « oulala, il faut tout refaire », donc finalement, prendre les choses en prenant les publics, en les impliquant dès le départ, non seulement c'est extrêmement valorisant pour eux, et finalement, au départ, ça peut nous paraître être prendre du temps, coûter de l'argent, mais en fait, on y gagne tout au long du processus, et c'est extrêmement valorisant pour tout le monde, parce qu'eux, ils nous apprennent beaucoup, et nous, on leur apprend aussi. Voilà, on est un peu tous au même niveau. Il n'y a pas vraiment de sachants et d'apprenants. Les enfants nous apprennent des choses auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé, même si à force on a quand même une expertise qui fait que on sait à peu près, quand on réfléchit aux adaptations, à ce qui va fonctionner, pas fonctionner, mais parfois on est toujours surpris. Et puis le monde évolue, les temps évoluent, les technologies, donc les jeunes d'aujourd'hui sont pas les mêmes que ceux d'hier, et ceux de demain seront pas les mêmes que ceux d'aujourd'hui non plus. Les attentes des familles, les attentes des professionnels et les attentes des jeunes sont pas toujours les mêmes, ça évolue. Moi, je le vois des fois, même en 15 ans, les choses, elles évoluent beaucoup. Donc voilà, je voulais mettre ça en avant, parce que pour moi, c'est important de mettre en avant le public pour lequel on travaille et de travailler avec lui. Et je pense que du coup, quand vous parliez des ateliers que vous faites, c'est une façon de co-construire aussi, de les impliquer. Et je pense que ça vous fait réfléchir aussi autrement dans l'évolution de vos projets. Enfin, je sais que les Doigts qui rêvent le font aussi. Et je pense que c'est très constructif. Et je pense que dans les structures médico-sociales, ça peut être important aussi de mettre ça en place. Je sais que de plus en plus, il y en a qui le pratiquent. Nous-mêmes, parfois, on va dans certaines structures médico-sociales avec lesquelles on monte un projet sur l'année et dans lesquelles on va faire des ateliers avec des jeunes et des professionnels. On l'a fait beaucoup pour notre projet Éduquer pour protéger. Donc, on a vraiment construit des outils qui répondent à leurs besoins, à leurs attentes, aux attentes des professionnels. Et on essaie aussi, nous, d'accompagner certains outils de guides professionnels pour vous aider à prendre tout ça en main. Voilà. Et une dernière chose, on parle donc d'accès à la culture. Et je souhaite rappeler que, en fait, cette accessibilité à la culture, il ne faut pas qu'on oublie que c'est un droit qu'on a aujourd'hui en France, un véritable droit, parce que je voulais rappeler la convention de l'ONU que la France a ratifiée, je crois que c'était en 2012, comme quoi elle s'engageait sur l'accès à la culture. Donc c'est un réel droit, et donc si la France s'est engagée, la France doit mettre les moyens pour faire en sorte que la culture soit accessible. Je me suis notée, je ne vais pas vous lire toute la convention de l'ONU sur l'accès à la culture, mais j'ai noté 1 ou 2 points. Les États parties reconnaissent le droit des personnes handicapées de participer à la vie culturelle sur la base de l'égalité avec les autres et prennent toutes mesures appropriées pour faire en sorte qu'elles
petits aient accès aux produits culturels dans des formats accessibles. J'ai pas noté tous les points, mais le petit C, c'est aient accès aux lieux d'activités culturelles tels que les théâtres, les musées, les cinémas, les bibliothèques et les services touristiques. Et dans un deuxième point, les États parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées la possibilité de développer et de réaliser leur potentiel créatif, artistique et intellectuel dans leur propre intérêt, mais aussi pour l'enrichissement de la société. Et donc je pense qu'effectivement, la co-construction fait partie du fait de les aider à développer cette créativité artistique, intellectuelle et à l'enrichissement de la société. Et tous les partenaires ici contribuent aussi à faire en sorte que les livres et la culture soient accessibles. Voilà. Merci pour cet apport complémentaire. Et alors, nous allons pas conclure, hein, parce qu'il y aura peut-être des échanges encore. Mais la dernière intervention, donc je passe la parole au doigt qui rêve. Ah oui, bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc Sophie Blin, je suis éditrice jeunesse spécialisée en accessibilité pour les publics en situation de handicap, et je suis aussi directrice de la maison d'édition Les Doigts qui rêvent depuis quelques années. Donc par rapport à ce sujet de les doigts qui rêvent et puis l'apport, tout ce qu'on peut apporter pour les personnes en situation de handicap visuel autour de l'art, c'est vrai que je me suis dit, j'ai réfléchi à la question et je me suis dit que déjà il y avait l'accès au livre, l'accès à la lecture, et donc Les Doigts qui rêvent depuis 30 ans, nous avons 30 ans, voilà, nous avons 30 ans demain d'ailleurs, à Dijon. Et voilà, ça fait 30 ans qu'on conçoit, qu'on fabrique et qu'on diffuse des livres tactiles pour les enfants. Pour mémoire, c'est Philippe Claudet qui, enseignant, s'est retrouvé en charge d'une classe d'enfants déficients visuels. Il devait leur apprendre à lire et il s'est aperçu que les enfants ne savaient même pas ce qu'était la lecture et ce qu'était l'objet livre. C'était en 1992. Et après, il a créé avec quelques parents de la NPEA l'association Les Doigts qui rêvent en 1994. Et donc voilà, il s'est posé beaucoup de questions autour de l'illustration tactile. Il y avait peu de choses à l'époque. Et il y a eu tout un travail mené au fil des années avec, en effet, les publics déficients visuels, avec les professionnels et aussi avec les chercheurs. Et il y a eu toute une méthode, en fait, pour passer d'un livre, on va dire, classique vers un livre adapté, avec plusieurs stratégies. Et donc, on va dire qu'il n'y a pas de vérité dans l'adaptation. Ça va être des interprétations. Puis selon l'âge de l'enfant, selon la volonté artistique, l'intensité qu'on a envie d'y mettre, l'intention, pardon, c'est vrai que ça va donner des résultats très différents, des choses qui vont être parfois pour les tout petits des choses assez symboliques pour qu'il y ait le moins de fatigue cognitive. Et puis, au fur et à mesure que l'enfant grandit, ses aptitudes tactiles vont évoluer et on pourra aller vers des illustrations plus complexes. Et par rapport à cette idée d'illustration plus complexe, il y a eu un grand pas de franchi aux Doigts qui rêvent quand on a commencé à travailler avec Danielle Valente, qui est chercheuse que vous avez vue plusieurs fois au GPEA. Et donc, il y a eu toute cette notion certes, de faire des illustrations avec des textures très variées. Déjà, c'est assez compliqué. Parfois, on se creuse vraiment la tête pour trouver des illustrations, des textures très variées en même temps qui vont faire sens par rapport à ce qu'on a envie de représenter, que ça se peluche pas, que ça se détache pas trop, que ça soit pas trop dangereux. Enfin voilà, il y a plein de questions, que ça ne migre pas parce que parfois il y a des réactions chimiques un petit peu bizarres. Donc c'est un métier difficile, voilà, je vous l'assure. Et puis après il y a la question du mouvement, avoir une lecture qui soit en mouvement pour que l'enfant puisse comprendre ce qu'il est en train de toucher. Parce que comme Alexandre l'a dit, c'est vrai que la lecture tactile c'est très complexe. Ça a l'air facile quand on est voyant, mais quand on est aveugle, c'est très complexe. Et voilà, du coup, c'est vrai qu'on est allé vers des livres où il y a l'histoire de progression, où avec les doigts, en fait, on est comme un personnage et on traverse un environnement. Donc voilà, une fois que c'est fait, c'est sûr que ça a l'air simple, mais c'est vrai que ça a été des années de recherche et d'élaboration, d'avancée, de retour. Voilà, le livre tactile selon l'âge, c'est vrai qu'on va développer des stratégies différentes pour être dans le partage d'une culture commune, pour que les enfants déficients visuels peuvent suivre les mêmes histoires que les autres enfants.
Mais après, comme vous l'avez vu avec Laura Catabianchi, il y a aussi des livres qui sont nativement accessibles, qui vont être pensés tout de suite pour les publics déficients visuels. Donc, on va dire que ça représente 20% des publications au doigt qui rêve. Et on a une collection qui s'appelle Point d'Or. C'est des livres d'artistes. On se disait que c'était comme un tableau par définition. C'est peu accessible, c'est très visuel. Et on se disait que c'était important qu'il puisse y avoir des œuvres d'art qui soient aussi tactiles. Donc, il y a eu quelques livres au doigt qui rêve. Donc, pas toujours pour les enfants, mais parfois oui, mais plutôt pour des plus grands. Ça fait des années qu'on a, par exemple, une adaptation tactile du Chaperon rouge de Varja Lavater, qui est un livre en Leporello. Donc voilà, on fait en sorte d'avoir des livres avec des procédures exploratoires différentes, des âges différents, et puis pas que des adaptations, mais aussi des créations, parce que l'accès à l'art, ça se fait aussi dans un livre. Après, par rapport à l'art, il y a aussi tout le travail des médiations. Donc, Rima en a parlé avec le livre Fragile. Donc, Rima ne l'a pas dit, mais il y a une première version du livre qui n'est pas entre vos mains, qui a été fait selon notre expérience du livre tactile, qui a tenu même pas un week-end. Il a explosé, le livre. Donc, le livre et le musée, c'est pas la même chose que le livre et la bibliothèque. On a très vite compris que c'était pas du tout les mêmes usages, pas les mêmes besoins. Donc, on s'est vraiment creusé la tête pour faire ce livre, des choses, tests à l'arrachage hyper compliqués. Donc, on a beaucoup appris avec ce livre, pour faire de la médiation muséale. Et à chaque fois qu'on nous demande de nouvelles commandes auprès des musées, alors on est toujours ravis, en même temps on se dit ah là là, comment on va faire? Donc le dernier, c'était des cartes tactiles pour le Musée national de la Marine. Donc c'était il y a quelques mois pour l'inauguration après la réouverture. Et là aussi, il y a X allers-retours. Donc c'est des beaux projets, mais c'est des projets qui prennent beaucoup de temps et où on passe... Un projet en attente avec nous aussi. Moi, j'attends toujours. Oui. Donc voilà, c'est des magnifiques projets de médiation qui nous font plaisir. Donc il y a fabriquer des objets en tant que tels pour la médiation, former aussi des équipes. On a été ravis quand l'équipe du Louvre nous a sollicité pour voir comment ils pourraient adapter des objets, des outils de médiation. Et puis après, parfois, c'est plus former les équipes. Voilà, les équipes qui veulent développer une malle pédagogique et qui se disent comment on va faire. Donc on leur transmet ce qu'on sait autour de l'adaptation tactile. Et enfin, par rapport au doigt qui rêve et à la pratique et à l'art, il y a la question de la pratique. Donc, à travers des ateliers ludiques, on fait régulièrement des ateliers avec des enfants aveugles pour les amener à pratiquer artistiquement de l'art plastique. Souvent autour d'un livre, écrire une histoire, l'illustrer par eux-mêmes. Et c'est toujours des projets passionnants. Donc, voilà. J'ai essayé de suivre la logique de l'art. Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a des... On vous applaudit. Est-ce qu'il y a des interventions? On a encore quelques minutes. Ou alors vous, est-ce que vous avez envie d'échanger entre vous et on vous écoute? C'est aussi possible, la table ronde, c'est ça. Une question. Oui, monsieur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre? Alors,
Les Doigts qui rêvent se trouvent en Côte d'Or. Et en Côte d'Or, il y a... Alors j'imagine que ça existe dans tous les départements, mais peut-être que ça porte un nom différent. Et en Côte d'Or, il y a des projets à mener dans les collèges. Voilà. En général, c'est une vingtaine d'heures où les élèves sont en contact avec des artistes. Et donc voilà, nous, on a 3 projets chaque année depuis quelques années où on accompagne des élèves dans une pratique artistique. Et on a souvent, voilà, dans les classes, il y a les enseignants qui sont volontaires pour travailler avec nous. C'est parce qu'il y a des élèves déficients visuels dans la classe, ou bien des élèves de classe SECPA, ou des élèves avec une déficience voilà, autre. Enfin, voilà. Donc c'est souvent, on pratique des activités artistiques, alors autour du livre, mais autour du tactile en général, avec ces élèves-là. Mais j'imagine que ça existe dans tous les départements. Non. Nous, à l'Institut des jeunes aveugles, on a une animatrice en arts plastiques, donc effectivement, les enfants sont pratiquent et font après des visites aussi dans les musées. Il y a aussi un partenariat entre le musée des abattoirs et des projets communs, effectivement. C'est l'enjeu des ateliers et visites-ateliers à la BNF, de faire entrer les participants, que ce soit des enfants avec leur famille, des adultes ou des enfants dans le cadre scolaire ou périscolaire ou extrascolaire, d'alterner la découverte des œuvres, la transmission d'un certain nombre de connaissances, mais aussi la pratique active. Et c'est là où on est en train de refondre aussi une partie de notre offre, non seulement à destination des enfants en situation de handicap visuel, mais plus globalement pour aller vers plus de créativité. Donc c'est aussi voilà, pour nous c'est encore un peu en chantier, mais voilà, un chantier pour lequel effectivement on aura probablement de la co-construction à intégrer avec des enseignements d'art plastique. Voilà. Donc pour l'instant, les 2 exemples que je vous ai cités étaient plutôt du côté du rapport à l'écriture et au livre. Mais on travaillera voilà, dans les prochains temps à l'adaptation de choses autour de la pratique du dessin, de l'enluminure, des arts visuels et plastiques. Voilà. Mais la réalité, c'est que c'est très, très hétérogène, en fait, en fonction des territoires. Voilà, si on a des territoires où il y a un musée ou une structure qui est là, qui fait des choses, ça va créer une dynamique. Mais sur des territoires plus pauvres, où il y a moins de choses et où il n'y a pas des gens un peu spécialisés dans le domaine, bah, en fait, l'accompagnement, il est presque inexistant. Hein. D'ailleurs, pour la pratique de l'art plastique, on arrive à avoir des fois des élèves qui sont dispensés déficients visuels d'art plastique parce qu'en vrai, on ne sait pas quoi en faire, ou alors, c'est comme pour le sport, en fait, hein, c'est la réalité. Et puis parfois, on va avoir un enseignant super engagé qui va avoir des idées, etc. Mais c'est sûr que quand il y a une structure à côté qui embarque un petit peu, ça donne des idées. Et puis sur d'autres territoires, il n'y a rien, quoi. Ouais, mais d'où l'importance de la diffusion du livre et des livres que vous faites en particulier, et de la mutualisation de pratiques, de formation, d'échanges, voilà. Et c'est vrai que, voilà, comme on n'a pas toujours les moyens de nos ambitions, y compris qu'on est une grosse institution culturelle nationale, voilà, le fait de s'auto-former à faire voilà, en tout cas, d'expérimenter, d'être dans une forme de recherche, action pour renouveler ces pratiques, voilà. Et c'est très enrichissant aussi de croiser les compétences et mobiliser les compétences qui vont être là, même si c'est pas forcément des spécialistes de tout le domaine. Voilà, il y a des rencontres et des mutualisations, des croisements d'expertise qui peuvent faciliter les choses, mais il faut de la volonté. Voilà. Je voulais juste ajouter un détail par rapport à justement la pratique artistique qu'on peut avoir avec des élèves déficients visuels. Depuis quelques années, dans les livres des Doigts qui rêvent, il y a toujours un QR code qui amène vers une page de notre site où il y a des pistes de médiation.
Et donc, dans ces pistes de médiation, il y a des médiations à faire avec des enfants déficients visuels pour justement faire des activités ludiques et artistiques par rapport au livre. Donc voilà, on a le livre, on n'a pas le livre, mais c'est vrai que ça donne des pistes dans tous les cas. Donc c'est fait par une médiatrice. Et après, il y a des pistes aussi faites pour faire de la sensibilisation, mais vous n'êtes pas là aujourd'hui pour parler de sensibilisation. Je pense qu'on est plus là pour parler vraiment de pratiques accessibles. Eh bien, écoutez, on va... Je crois qu'Oel avait une question. Ah, une question. Ouais. Et Oel, oui. INSEI. Ouais, ça a changé. Et propose au catalogue des formations continues de l'INSHEI cette année, et 2025 bien sûr, propose une formation pour l'enseignement des arts plastiques, une autre pour la médiation culturelle dans les musées, et une autre apprendre à lire des images tactiles. Voilà. Donc au catalogue des formations continues de l'INSHEI. Merci, ouais. C'est l'INSEI. Ouais, ça a changé de nom. Quelle idée. Bien, donc on va conclure cette table ronde. C'est vrai qu'une fois de plus, je crois que vous nous donnez la preuve que c'est par la mutualisation, le partage